un peu de trouble dans l'ordre dominant qui met ensemble les mots et les choses, les mots et les images. La riposte, c'est vous. Suivez la chaîne, activez la cloche, donnez au poste. Bonjour Tristan, vous m'entendez? Bonjour, ouais, très bien. Impeccable, impeccable. C'est plus facile d'avoir un duplex avec vous New York qu'avec Mel. Ce matin, on avait des petits problèmes. Quand je dis New York, vous êtes bien à New York, hein? Ouais, je suis à New York, ouais, j'habite à Harlem, ouais. Harlem, très bien, dans le nord de Manhattan. Ouais, Euh, c'est ça. le 4 novembre 2025, un socialiste de 34 ans a terrassé le candidat démocrate à la mairie. Il est devenu le premier maire ouvertement socialiste de New York et le plus jeune maire depuis 1892, le premier par ailleurs de confession musulmane à ce poste. Il s'agit donc de Zoran Mamdani, dont vous avez écrit, on pourrait dire, à la fois la biographie, le carnet de campagne de son élection. Il a gagné avec un programme sobre, gel des loyers, transport gratuit, crèche universelle, et en faisant de Gaza son levier de mobilisation. 100 jours après, le gel des loyers n'est pas sorti, les transports gratuits non plus, seules les crèches gratuites pour tous, et c'est pas rien aux États-Unis, sont sorties de terre. Vous allez nous expliquer tout ça. Vous êtes historien à l'université de Johns Hopkins. Vous êtes typiquement la cible de l'administration Trump. Hein. Vous êtes le wokiste parfait. Hein, Non, il ne faut pas dire ça. Caricatural. Ouais. Ah bon? C'est moi qui suis caricatural ou c'est Trump? Ouais, les deux, quoi, je crois. Voilà, et je vois, qu'est-ce que je vois? Il y a un petit, bon, je vais faire quelques petits réglages techniques. Mais je continue et je termine ma présentation. Vous êtes historien. Vos recherches se concentrent sur 3 domaines interconnectés: la culture politique américaine, l'histoire des minorités et la culture populaire. Est-ce bien ça? Ouais, c'est ça. Alors, je vais vous demander de discuter un tout petit peu le temps que j'envoie des petits trucs techniques. Expliquez-nous ce qui vous a pris à prendre vos rêves pour des réalités et à penser que Monsieur Zoran Mamdani était un laboratoire pour la gauche, puisque c'est le sous-titre de votre ouvrage. Oui, bah, ce laboratoire pour la gauche, ça vient vraiment de très très loin, hein, aux États-Unis. Disons que cette gauche de Zoran Mamdani, elle n'est pas née avec Zoran Mamdani. Elle est née il y a bien des années. Elle est née, la gauche récente, disons, elle est née avec Bernie Sanders. Bernie Sanders qui met sur le devant de la scène cette idée du socialisme démocratique, qui est une idée qui est tout à fait folle aux États-Unis, hein, encore en 2016, lorsqu'il arrive sur la scène nationale. Et donc Bernie Sanders fait deux campagnes des primaires qu'il perd. Mais il perd ses campagnes parce que le Parti démocrate se met vraiment sur son chemin et essaye de le stopper. Et donc il y a toute une génération qui est née avec ces deux campagnes-là, ces deux campagnes de Bernie Sanders, la génération AOC, toute une génération de socialistes, de ce qu'on appelait le squad finalement aux États-Unis, c'est-à-dire tous ces députés, ces sénateurs qui s'identifient comme à la gauche du Parti démocrate. Et Zoran Mamdani, bah, finalement, c'est la première grande victoire, disons la victoire la plus visible de cette gauche américaine dans une grande ville. C'est la première fois qu'un politicien qui se disait déjà socialiste démocrate, mais en plus de ça, qui prenait le Parti démocrate par sa gauche et qui surtout, eh bien, a été élu en dehors du Parti démocrate,
puisque Zoran Mamdani, c'est pas un démocrate à la base, hein, il a fait partie de la primaire démocrate, mais il n'est pas démocrate, il est ce qu'on appelle un démocratique socialiste aux États-Unis. Ça, c'était la première fois que ça arrivait aux États-Unis, et donc c'était très important. Alors, un laboratoire pour la gauche, pourquoi? Pas parce que ça donne, ça donne comme ça un modèle pour d'autres campagnes, mais surtout parce que c'est la victoire la plus visible de la gauche américaine dans les 15 dernières années. Alors, entendons-nous, parce que là, Tristan, faut être sérieux. Par socialisme, je ne sais pas depuis combien de temps vous n'avez pas foutu les pieds en France, mais par socialisme, s'il s'agit du Parti socialiste, le mot gauche, ici en tout cas, on la colle pas vraiment, vous voyez. Et alors, le terme socialiste, pour avoir vécu en Amérique du Nord, je sais qu'il est très très chargé. C'est-à-dire, c'est les rouges, quoi. C'est les communistes. Enfin, c'est quand même ça. Ouais. La réalité, c'est quoi? Si vous pouviez nous dire par rapport à la France, quand vous allez parler de socialisme à la Madani, de quoi Mamdani, pardon, de quoi s'agit-il exactement? Oui, bon, ça c'est une bonne question. C'est-à-dire que le socialisme aux États-Unis, il faut savoir que c'est un mouvement qui est à la gauche du Parti démocrate, donc à la gauche de la gauche institutionnelle. Alors c'est vrai que d'un point de vue français, on pourrait finalement rapprocher ça d'une gauche genre LFI, genre la France insoumise, c'est-à-dire une gauche qui est à la gauche de la gauche institutionnelle type Parti socialiste. Mais il faut faire une énorme différence, je pense, avec les tactiques et la stratégie de cette gauche-là, c'est le programme. Le programme de Zoran Mamdani, puisque le centre de gravité de la vie politique américaine s'est vraiment beaucoup déporté vers la droite ces dernières années. Le programme de Zoran Mamdani, c'est finalement, et vous l'avez dit en introduction, c'est finalement un programme qui est très modéré. C'est un programme social-démocrate assez classique, hein, le gel des loyers, vous l'avez mentionné. Bon, ça finalement c'est Hollande hein, qui le fait en France. Les crèches universelles, voilà, c'est quelque chose que même la droite ne remettrait pas en cause en France. Donc il y a vraiment cette idée de gauche de rupture. C'est ça qu'on appelle le socialisme aux États-Unis. C'est la gauche de rupture, mais en même temps, c'est un programme qui, comparé au programme de la gauche de rupture en France, est tout à fait modéré, parce que voilà, on est aux États-Unis, que le programme, que le welfare, donc ce qu'on appelle les allocations familiales, les allocations sociales, ne sont pas aussi développées qu'aux États-Unis, qu'en France. Ouais. Il faut les développer, et c'est ça que Zoran Mamdani essaie de mettre en route modestement à New York. Alors, on va éplucher votre livre. Vous allez voir, je l'ai bien écorné un peu partout. Il y a des spécificités new-yorkaises qui sont extrêmement importantes. Le fait notamment qu'il y ait, on va dire, c'est vraiment la ville occidentale d'immigration par excellence. Et là-dessus, évidemment, il a surfé parce que lui-même est à la croisée des continents et des pays. Il faut rappeler quelles sont ses origines. Alors, par ailleurs, bourgeoise, ça, je l'ai appris, je ne savais pas de qui il était le fils. Donc, tout ça, il faut nous le dire. Ouais, alors Zoran Mamdani, c'est un fils de la bourgeoisie, ce qu'on appelle ici la bourgeoisie postcoloniale. C'est-à-dire que son père est un professeur d'université, il est anthropologue à Columbia, mais il est né en Ouganda, c'est un Indien d'Ouganda, qui a été donc chassé d'Ouganda dans les années 70, qui s'est exilé en Angleterre et puis qui est revenu par la suite en Ouganda et qui a fait une longue carrière universitaire. En Afrique du Sud. Et puis enfin, à Columbia, où il arrive au début des années, à la fin des années 90. Et son épouse est une cinéaste, Mira Nair. Et Mira Nair, bon, elle est très connue aux États-Unis. Elle a fait beaucoup de films, des films très mainstream avec Walt Disney, des films un peu plus d'auteur. Elle a eu, je sais pas, Denzel Washington par exemple dans ses films. Bon, c'est quelqu'un qui est très connu ici aux États-Unis, et Zoran Mamdani, eh bien, donc c'est leur fils. Alors Zoran Mamdani, il naît en Ouganda.
Ensuite, il suit son père et sa mère en Afrique du Sud. Et puis, à l'âge de 9 ans, il arrive à Harlem, à 2 pas de chez moi, là, pour vivre donc près du campus de Columbia, où son père a eu un poste. Et donc voilà, Zoran fait toute sa scolarité ici à New York, dans des bonnes écoles. Alors une école, un lycée public, mais un lycée public dans lequel on rentre sur concours, qui s'appelle Bronx High, dans le Bronx. Puis ensuite, il fait ses études dans le nord-est des États-Unis, dans un petit collège qui s'appelle Bowdoin College, qui est très réputé là aussi. Après après ses études universitaires, il fait une très brève carrière de rappeur Oui, j'ai en vu ça, Ouganda. fantastique. Oui, oui. Donc, il fait une brève carrière de rappeur en Ouganda. Il retourne en Ouganda pendant 2 ans. Et puis après, il revient aux États-Unis et là, il s'engage en politique. Alors, il fait 2 campagnes d'abord, où il est directeur de campagne à Bay Ridge. Bay Ridge, c'est un quartier de Brooklyn qui était un ancien quartier conservateur italien et puis qui s'est un peu transformé dans les 10 dernières années, qui est devenu beaucoup plus musulman, beaucoup plus arabe. Beaucoup de Palestiniens ont déménagé dans ce quartier. Il fait 2 campagnes là-bas, 2 campagnes de primaire qui sont des échecs totaux. C'est-à-dire il est directeur de campagne, mais ça marche pas très bien. Ils n'ont pas beaucoup d'argent. Et il fait enfin une troisième campagne. Alors là, c'est une campagne qui est très importante à New York. C'est la campagne de Tiffany Caban pour devenir avocat général. Tiffany Caban, elle fait une campagne décarcérale. Elle est soutenue par tout le monde, toute la gauche américaine, Bernie Sanders, Elizabeth Warren, etc. Elle perd de très peu. Elle perd à 60 voix. Et l'année d'après, eh bien, Zoran Mamdani décide de se présenter avec un tout petit parti qui s'appelle le Democratic Socialist of America, le DSA. C'est un parti qui est à la gauche du Parti démocrate ici aux États-Unis. Et il gagne une élection pour être député de l'État de New York, puisque tous les États ont leur assemblée aux États-Unis. Il y a des sénateurs et des députés d'État. Lui, il est député d'État. Il fait un mandat de 4 ans et puis il se lance dans la campagne pour la mairie de New York en 2024. Vous êtes absolument parfait et je dois dire que les moyens d'Opost sont colossaux puisque c'est un soleil magnifique d'Harlem qui s'abat sur vous. On n'a pas lésiné sur les moyens. En effet, il y avait aussi un petit peu de bruitage. C'était ma machine à café à un moment donné qui s'est élancée. Mais tout va très très bien. Alors, on va parler. Vous avez parlé des Palestiniens. On va en parler tout à l'heure parce que ça va jouer dans la campagne de Mamdani. Mais d'abord, j'aimerais vous faire rappeler, puisque vous le faites dans votre ouvrage, avec lequel d'ailleurs je tiens à dire que vous avez eu le bon goût d'avoir une couverture orange, qui est toujours très bon pour venir au poste. Vous nous rappelez que New York a vraiment ses spécificités par rapport au reste des États-Unis, et notamment vous nous rappelez que c'est de là que va partir le mouvement Occupy Wall Street. Le mouvement Black Lives Matter ne part pas de New York, mais enfin a une sérieuse résonance. Donc on est bien d'accord, on ne parle pas des États-Unis d'Amérique ce soir. Là, nous parlons d'une petite ville qui s'appelle New York, qui est quand même très particulière. On est d'accord? Oui, pas vraiment. Moi, je pense que New York, c'est une avant-garde sociale aux États-Unis. C'est-à-dire que ça concentre toutes les inégalités et tous les paradoxes et tous les problèmes des États-Unis. Et ce que l'on voit dans les 100 dernières années, finalement, dans l'histoire américaine, c'est que ce qui commence à New York finit par essaimer dans le reste des États-Unis. Et puis ensuite à l'international. Alors vous en avez parlé, bon, Occupy Wall Street, c'est le mouvement peut-être le plus pertinent des 15 dernières années, qui commence à New York, mais qui après essaime partout dans les États-Unis. Et puis il y a eu même des expériences. Nuit debout faisait partie un peu de ce mouvement en France. Black Lives, c'est exactement la même chose. Et puis plus récemment aussi, bien évidemment, les campements pour la Palestine qui ont commencé à Columbia, puis qui après
se sont reproduits partout dans les États-Unis et puis au-delà des États-Unis. Alors moi, je prends vraiment New York pas comme une exception. Ça, bon, c'était beaucoup la propagande du Parti démocrate le jour de l'élection de Zoran Mamdani, c'est-à-dire qu'il fallait dire, voilà, c'est un socialiste démocrate, il ne nous représente pas vraiment, c'est une exception, ça ne peut pas marcher ailleurs. J'espère qu'on en reparlera peut-être un peu plus tard, mais en fait, on voit que ça marche ailleurs. Et de voir en fait New York comme une avant-garde sociale des États-Unis, c'est-à-dire un point de cristallisation où toutes les inégalités, tous les paradoxes, tous les conflits américains convergent. Et donc moi, c'est comme ça que j'entends New York, c'est-à-dire vraiment comme un laboratoire pour le reste des États-Unis, et pas simplement comme une exception. Alors, si je vous lis, quand il arrive dans la course, il est à 1% dans les sondages. Hein, bon, voilà. On va voir la partie communication qui est assez redoutable de la part de son équipe. Mais vous abordez page 62, vous appelez ça le pari impossible. Et malgré tout, vous nous mettez la puce à l'oreille. J'allais dire, vous nous mettez un petit peu en garde parce que en fait, il y a pour l'État de New York, il y a deux schémas, deux mécanismes électoraux qui sont particuliers et qui sont d'ailleurs qui me semblent en tout cas à la lecture très justes et assez intéressants à étudier. Je ne vous fais pas l'affront de vous rappeler quels sont ces deux mécanismes électoraux, mais par contre, si vous pouviez nous les expliquer, ce serait bonnard. Oui, oui, oui. Alors ça, c'est très important. C'est que les institutions à New York euh, euh, peuvent faire émerger un mouvement de gauche, contrairement aux institutions nationales, où là, c'est beaucoup plus difficile de faire émerger un mouvement en dehors des deux partis. Alors, ces deux institutions dont vous parlez, c'est premièrement le vote par choix à la primaire, c'est-à-dire que à la primaire de New York pour le maire de New York, on ne vote pas du tout pour un seul candidat. On classe toute une série de candidats, c'est-à-dire nos candidats préférés. Et ça a alors ça a un grand avantage, c'est que ça permet de voter pour un camp. C'est-à-dire que le Parti démocrate, chacun sait, est divisé entre deux grandes ailes, finalement, une aile plutôt centriste, puis une aile plutôt de gauche, que Zoran Mamdani ou Bernie Sanders représentent. Et donc, ce que cela permet de faire à la primaire, c'est de voter pour son camp. Donc, si on est de gauche, on vote pour tous les candidats de gauche. Et si on est plutôt centriste, on vote pour tous les candidats centristes. Et ce qui fait que automatiquement, voilà, le candidat, on n'est pas obligé d'éliminer des candidats, on n'est pas obligé de voter contre des gens finalement. Donc on vote vraiment pour un programme. Et C'est-à-dire puis qu'en fait, deuxième, on peut biffer les noms, on peut choisir les gens qu'on veut élire, c'est bien ça? voilà, c'est-à-dire que si moi, je trouve qu'il y a quatre candidats de gauche et que mon préféré c'est Zoran Mamdani, bon, alors je vais mettre Zoran Mamdani en premier, puis je vais mettre les trois autres ensuite, mais je vais pas classer les candidats qui sont des candidats centristes. Donc ça, c'est le Euh, système qui existait dans les communes de moins de 1000 habitants en France. Dans tous les villages, on pouvait faire ça, on pouvait biffer tel ou tel nom parce que le voisin, on n'avait pas envie. Mais il se trouve que là, c'est la plus grande ville hein, des États-Unis, je crois, hein, New York. Hein. ouais, ouais, ouais. Ouais, voilà. À ce système-là. Donc ça permet une forme d'équité, d'équilibre possible entre les candidats. Et il y a un deuxième mécanisme. Ouais, le deuxième mécanisme, c'est alors les candidatures, les campagnes aux États-Unis coûtent beaucoup, beaucoup d'argent. C'est des millions de dollars. Et souvent, le problème des petits candidats, c'est qu'ils n'ont pas les fonds pour faire ces campagnes. Et là, ce qui s'est passé à New York, c'est qu'il y a un système très intéressant, c'est que tous les petits dons, alors je crois que c'est pas au-dessous de 200 dollars, pas au-dessus de 200 dollars, sont matchés par la ville, par Je crois, voilà, vous nous dites 250 dollars dans votre livre. ouais, Pour chaque c'est don de quatre moins de fois. 250 dollars, la ville verse 8 fois la somme.
Voilà, alors 8 fois la somme, oui, 8 fois la somme. Donc ce qui fait vraiment des grosses sommes et ce qui fait que Zoran Mamdani, vers 2 mois après avoir commencé sa campagne, avait déjà atteint les plafonds. Et donc il avait beaucoup d'argent pour faire sa campagne grâce à des dons publics, alors à des dons privés, mais qui étaient matchés par la mairie. Et donc il a pu faire campagne comme ça face à des gens qui devant lui, des Cuomo par exemple, son concurrent le plus proche, bon voilà, avait des grands partis, des grands donateurs qui donnaient des millions de dollars. Donc lui a pu faire une campagne très bonne, avec beaucoup de moyens, grâce aussi à des fonds publics. Alors, une question qui évidemment nous importe ici beaucoup au poste, c'est la question de la police. Et on sait qu'elle est centrale aux États-Unis. Alors, il va avoir dans sa campagne, il va avoir un discours modéré, on va dire, alors qu'au départ, il est plutôt du côté de ceux qui disent il faut définancer, il faut donner moins d'argent à la police, il va pas jusqu'à dire qu'il faut la désarmer, mais enfin, il est un peu critique. Et puis finalement, il arrive avec autre chose. Cette autre chose, c'est l'idée un département communautaire qui est rattaché à la mairie plus qu'à la police municipale. Est-ce Ouais. que vous pouvez nous en dire 2 mots? Oui, bon, alors ça, c'est typique de Zoran Mamdani. C'est-à-dire que, alors bien évidemment, quand il était beaucoup plus jeune, alors il a fait partie des manifestations Black Lives, il a fait partie de plusieurs groupes de solidarité pour la Palestine. Il a toujours été de ceux qui disaient il faut defund the police, définancer la police. Alors là, il donne l'impression de mettre de l'eau dans son vin pendant la campagne, puisqu'il dit nous n'allons pas définancer la police. Par contre, ce que nous allons faire, c'est nous allons créer un nouveau département donc dans la mairie, dans l'administration du maire, qui n'aura rien à voir avec la police, mais qui sera un département de sécurité communautaire, sécurité publique. Ce sera donc un département où il y aura des psychologues, des travailleurs sociaux, des assistantes sociales, pour répondre à toutes les urgences de la rue de New York. Voilà, il y a des gens qui sont sans domicile fixe, qui sont en problème d'addiction, qui sont en problème de santé mentale, où bon, la police voilà, peut pas vraiment répondre à leurs problèmes. Et donc lui, il dit il faut mettre plus d'argent dans ces équipes sociales. On a beaucoup dit durant la campagne qu'il avait fait marche arrière en disant finalement lui il est toujours pour financer la police. Or c'est exact, il fait exactement ce qu'il avait dit qu'il ferait il y a quelques années, c'est-à-dire définancer la police. Puisque tout l'argent qu'il va mettre dans ce département donc de la sécurité communautaire, community safety il l'appelle, et bien c'est de l'argent qu'il prendra à la police. Donc il y aura très clairement des fonds qui vont être alloués à ce département et qui vont être pris du département de la police. Donc, dans les faits, il dit bien évidemment, bon, bah, je ne définance pas la police, mais c'est en fait ce qu'il fait. C'est en fait ce qu'il fait dans les faits, c'est-à-dire quand on regarde le budget, il y a moins d'argent pour la police cette année et il y aura plus d'argent pour ce nouveau département, bien sûr, qui vient d'être créé. Voilà, il a cette expression à un moment donné hein, que vous donnez dans votre ouvrage. Il définance la police pour refinancer le peuple. Hein, c'est à peu près ça, je crois. Hein. Oui, voilà, c'est exactement ce qu'il dit, c'est-à-dire remettre de l'argent dans le peuple. Ou en tout cas, bon voilà, tous les gens qui sont venus à New York voient bien que bon, les problèmes qu'il y a dans la rue de New York, que ce soit avec les sans-abri, que ce soit avec les problèmes d'addiction, les problèmes de santé mentale, bon, c'est pas nécessairement des problèmes que la police peut régler. Donc lui, ce qu'il veut ouvrir, c'est des salles d'accompagnement, par exemple dans les métros, et plus de gens qui vont intervenir
des services sociaux dans les rues de New York et pas simplement la police. Donc en effet, il dit que non, il ne va pas définancer la police, mais dans les faits, c'est un peu ce qu'il fait quand même. Comment ça se passe? Là, on fait un petit saut dans l'actualité. On va revenir dans votre ouvrage, hein, qui, je le rappelle, est sorti très très vite après l'élection de Zoran. On l'appelle comme ça là-bas. Hein. En tout cas, ces affiches, là, voilà, j'en montre une, jouaient beaucoup sur son prénom. Sur la question policière qui nous occupe à l'instant, les critiques sont comment par rapport à ça aujourd'hui? Est-ce qu'on lui tombe à bras raccourcis en disant ouais, vous n'aimez pas l'ordre, vous n'aimez pas la police, etc. Ou est-ce que finalement les critiques laissent faire? Bon, je crois que il a toute une coalition derrière lui qui est très clairement anti-police. Et donc c'est une coalition qui le suit, qui n'est pas une coalition aussi docile qu'on le dit. Et donc c'est une coalition qui a vraiment les yeux ouverts. C'est-à-dire les gens qui ont voté pour lui suivent ce qu'il fait, voilà, chaque jour. Bon, alors le rappel à l'ordre, alors sur les réseaux sociaux ou alors dans la vraie vie. Et donc, pour la question de la police, il a l'appui de sa coalition. Voilà, Puis bon, il faut dire qu'à New York, avec l'arrivée de Donald Trump, on a quand même un déferlement d'uniformes dans les rues, les ICE, la garde nationale quelquefois. Donc, ce mouvement en fait de définancer la police, il faut quand même le dire, dans une ville comme New York, est assez populaire, et ce qu'il veut faire avec le département de la sécurité communautaire, c'est quelque chose qui est vraiment très apprécié, et même j'ai envie de dire au-delà de sa coalition. Alors, autre point qui pourrait être contre-intuitif, la ville de New York est, je crois, après Tel Aviv, celle qui compte le plus de juifs dans le monde. Zoran Mamdani va pourtant, alors je ne confonds pas les Juifs et Israël, hein, je ne confonds pas, mais en tout cas, il va avoir tout du long de sa campagne un discours extrêmement clair par rapport à la guerre israélo-palestinienne. Il pourrait se dire, je vais avoir contre moi toute une communauté et en fait, c'est pas ce qui va se passer. Et donc là, c'est un point aussi qui est important, parce que là, il y a une forme de courage politique qui est à saluer. C'est-à-dire que on comprend au détour de quelques lignes de votre ouvrage que bon, bah, c'est tout sauf gagné quand il se lance dans la bataille, et notamment sur cette question-là. Ouais, mais il sent quelque chose que je crois on avait tous un peu senti en 2024 au moment où Kamala Harris perd l'élection présidentielle. On a tous senti, bon, les gens de gauche aux États-Unis, que Kamala Harris avait perdu cette élection, pas parce qu'il y avait une grande appétence pour Donald Trump, mais parce qu'il y avait une grande désaffection par rapport à sa candidature. Je parle de Kamala Harris. C'est-à-dire que les deux candidats ont perdu des voix. Il se trouve que Kamala Harris en a perdu beaucoup plus que Donald Trump. Elle en a perdu pourquoi? Elle en a perdu, et ça maintenant le Parti démocrate l'accepte et le dit très clairement, à cause de la position sur Gaza. C'est-à-dire le soutien inconditionnel à Israël. Et donc ce que fait Zoran Mamdani dès le lendemain de l'élection de Donald Trump, c'est qu'il va dans les quartiers immigrés, racisés de New York, dans le Bronx, dans le Queens, et il va demander aux gens, mais pourquoi vous avez voté pour Donald Trump? Parce qu'il faut quand même dire que même Donald Trump, même à New Eh York, oui. a augmenté, alors pas en nombre de voix, mais en pourcentage. Donc il y a des quartiers qui ont vu des grandes augmentations sur le vote de Donald Trump. Et c'est des quartiers qui étaient plutôt des quartiers immigrés, racisés.
Et donc, il va dans ces quartiers et il demande, mais pourquoi vous avez voté pour lui? Et les gens lui disent deux choses. Ils lui disent, bon, écoute, le coût de la vie, ça va plus du tout, on n'arrive plus à s'en sortir. Et ils lui disent deuxièmement, et surtout, nous, on n'en peut plus de voir nos frères et nos sœurs se faire massacrer à Gaza. Et donc là, Zoran Mamdani, il sent quelque chose, mais ça c'est quelque chose qu'on avait vraiment tous senti, c'est que il y a une énorme désaffection, un énorme dégoût de la politique du Parti démocrate et du soutien inconditionnel à Israël. C'était ce que Kamala Harris et Joe Biden avaient mis en avant. Et donc, il fait cette campagne. Voilà, bon, alors, le maire de New York n'a aucun pouvoir sur la politique internationale des États-Unis, mais lui, il fait une campagne qui est très pro-palestinienne. Mais il ne met pas ce sujet en avant tout le temps, hein. C'est-à-dire, lui, il répond à ces questions quand on lui les pose, et on lui les pose pour essayer de le piéger, bien évidemment. Puisque le Parti démocrate se dit, il y a une forte communauté juive à New York qui pourrait être effrayée de ses positions pro-Palestine. Or, ce que l'on voit, c'est que bon, alors la diaspora juive à New York, voilà, c'est une diaspora qui est aussi très segmentée, mais ce que l'on voit, c'est que finalement, les Juifs de New York ont voté de la même manière que les autres religions, les autres ethnies à New York, les Afro-Américains, les Latinos, etc. C'est-à-dire que en dessous de 55 ans, on votait prédominamment pour Zoran Mamdani. Au-dessus de 55 ans, en général, c'était beaucoup plus contrasté. Donc, même les Juifs de New York ont voté en masse pour Zoran Mamdani. Et ça, finalement, bon, on voit bien qu'il y a un énorme changement hein, chez les Américains, jusque encore il y a quelques mois, hein, il y a des sondages qui mesurent comme ça depuis 30 ans la solidarité envers Israël et la solidarité envers les Palestiniens exprimée par les Américains. Ben on a vu que jusqu'il y a 3 semaines, là, normalement, les Américains avaient plus de solidarité, plus d'empathie pour les Israéliens que pour les Palestiniens. Et là, ça vient de changer. Les Américains ont plus d'empathie, de solidarité pour les Palestiniens que pour les Israéliens. Donc, il y a vraiment un changement là énorme. Et le Parti démocrate doit y faire face. En tout cas, Zoran Mamdani, bon, a trouvé un moyen d'y faire face. Encore une fois, c'était pas du tout le sujet qu'il voulait mettre au centre de la campagne. On l'a mis pour essayer de le piéger, mais ça a marché, je crois, en sa faveur. Alors, effectivement, vous expliquez comment le rouleau compresseur médiatique, mais aussi de ses petits copains démocrates, vont essayer de lui semer des embûches. Et alors, il va y avoir évidemment la qualification infamante d'antisémitisme. Il va y avoir beaucoup de questions très agressives sur les plateaux de télé. Et en fait, il a une technique qui est celle du calme, de la zénitude. Ce gars, il a l'air très zen. Racontez-nous ça. Il y a par exemple, je crois que c'est vous qui racontez ça dans votre bouquin, une dame qui le voit, il est en train de prendre un vélo électrique, enfin un vélo de location, c'est ça, hein, un City, Ouais. je sais pas quoi. Racontez cette anecdote. Oui, voilà, bon. Ouais, donc il prend, il y a des genres de Vélib, voilà, Ouais, c'est ça. qui sont disponibles, ça s'appelle des City Bike ici, et donc il y a une dame qui lui dit, qui lui crie fort dans la rue, et puis c'est filmé par les caméras des médias, tu es un communiste. Et puis lui il répond, alors bon en anglais ça sonne bien mieux, mais il dit mais non non ça se prononce cycliste. Allez-y en Et anglais, donc dites-nous en anglais maintenant, bon, parce qu'on a les gros moyens. Alors, ah ça ben non fait mais quoi en anglais? Allez-y. bah, it's cyclist, tu vois, et donc parce qu'il y a c'est deux syllabes. Bon bref. Oui, c'est Et, ça. Ouais, ouais. mais donc ça c'est très important ça aussi, c'est que Zoran Mamdani dans toutes les interviews qu'il a fait dans les médias, bon, il était très souriant et il était très calme.
toujours. Et pourtant, Dieu sait qu'il en a vu. C'est-à-dire, on l'a traité d'islamiste, d'antisémite. Bon, c'était vraiment c'était une campagne assez hardcore. Bon, il avait aussi pas le choix. Parce que voilà, Zoran Mamdani, c'est un homme immigré, racisé, musulman. S'il avait exprimé une quelconque colère, un quelconque énervement, bon, ça passerait pas Bien sûr. dans les médias. Et donc ça, il avait vraiment pas le choix que de sourire tout le temps. Bon, c'était aussi un sourire qui était tout à fait authentique, hein. C'est-à-dire, à la fin de la campagne, on voyait que bon, il se forçait, quoi. Mais tout du long de la campagne, on voit que c'est quelqu'un, bon, voilà, qui est assez joyeux. Mais c'était sa politique. C'était sa politique, c'est de rester calme, et c'est encore sa politique maintenant. Il reste calme et puis surtout, il reste dans une forme de politique qui quand même évite le conflit frontal. Il n'est pas dans le conflit frontal avec les démocrates, ni même avec Donald Trump, ni même avec les républicains, ou alors avec la gouverneure de New York. C'est quelqu'un qui cherche le compromis et qui n'est pas dans une forme de conflictualité qu'on aurait peut-être attendu d'un candidat de gauche de rupture. Jos Leto nous dit dans le chat, chez nous, en France, c'est Bali Bagayoko qui garde son calme remarquablement bien. Oui, c'est vrai qu'on peut... Je le dis d'autant plus que hier, je suis tombé par hasard sur un débat sur LCI. Eh oui, je me sacrifie entre Bali Bagayoko et Jean-Michel Apathy. Et c'était incroyable. Et effectivement, il gardait son sourire, son calme. On va venir au fond parce que ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, Zoran Mamdani a les clés de la ville de New York. On va voir ce qu'il peut faire et ce qu'il fait ou ce qu'il ne peut pas faire. Mais néanmoins, je fais un détour par la page, je vais la retrouver, la page 103. C'est le chapitre l'offensive visuelle, car c'est vrai que il est arrivé par ici en partie par voilà, c'est les couleurs qui ne doivent absolument rien au hasard. Il va avoir une équipe de campagne et on vous sent un poil fasciné par ça. Hein. Vous nous donnez à longueur de temps le nombre de vidéos qui ont été faites, le nombre de vues, le truc, le machin. Et à un moment donné, je vous cache pas, je suis un peu gêné. Je me dis, c'est un paquet de lessive ou quoi? Mais alors d'abord, le graphisme, peut-être. D'où vient-il? Ces couleurs, d'où viennent-elles? Tout ça n'est pas dû au hasard, loin de là. Oui, bien sûr. Alors justement, c'est le contraire d'un paquet de lessive. C'est-à-dire qu'ils ont fait une campagne visuelle qui était en grand raccord avec leur programme politique. Ça, c'est très très important. C'est-à-dire que toutes les vidéos étaient des vidéos politiques. Alors les couleurs, alors c'est le bleu de l'équipe de basketball de New York. C'est le jaune de cette fameuse carte, alors qui a disparu maintenant, hein, mais qui était la carte jaune du subway de New York, la MetroCard. Donc voilà, il fallait comme ça rappeler dans l'esprit des gens que Zoran Mamdani, alors avec son nom Zoran qui était écrit un peu comme dans un film de Bollywood, et puis lui qui portait cette tunique sud-asiatique, voilà, bon, il faisait partie du paysage new-yorkais. Tout était fait pour fondre cette affiche. Voilà, je sais pas si vous voyez, mais je mets l'ancienne carte de métro de New York, la MetroCard. Ouais. Il y a évidemment les taxis, le jaune des taxis. Bah tiens, juste pour le plaisir. Voilà, c'est... Ah merde, pourquoi ça, ah ben, il se remet tout le temps. Je suis désolé, il va falloir attendre. Voilà, c'est bon, excusez-moi. C'était donc Robert De Niro dans le rôle de Travis Bickle dans Taxi Driver. Voilà, excusez-moi. Je vous ai dit, ce soir, on a des gros moyens. On a même De Niro avec nous. Il y a le chandail, comme on dit au Québec, le maillot des... Je sais même plus le nom de l'équipe. Enfin, des Nets. Ouais, voilà. ouais. C'est, Ouais, c'est, voilà.
Voilà. Donc j'ai trouvé cet article dont Rial a mis le lien dans le chat, où on voit que en fait il y a déjà le lettrage a déjà un petit peu servi pour Bernie Sanders quelques Oui. temps avant. Bon, voilà. Alors Oui, effectivement. tout ça, c'est la même équipe de com, hein. C'est-à-dire que les gens qui travaillent avec Bernie Sanders ont aussi travaillé avec AOC et ont aussi à travailler avec Zoran Mamdani. C'est la même équipe de com qui fait et la même équipe de graphisme qui fait toutes les campagnes de la gauche américaine. Donc il y a une certaine uniformité quoi dans la direction artistique. Alors, dans votre ouvrage, vous semblez dire quand même que c'est plus que central, cette histoire visuelle, cette histoire de réseaux sociaux, d'autant qu'en face, le démocrate, qui est une espèce de Jean Tibéri sur le retour, avec plein d'affaires, hein, j'espère que vous avez la ref les uns et les autres. Bon, effectivement, là, enfin, Tibéri socialiste, on va dire. Bon, bref, au départ, il a énormément de chance parce qu'il est très connu, etc. Alors lui, il a une communication vraiment ringarde et Mamdani, lui, il arrive avec une communication fleurie, joyeuse, etc. Vous accordez beaucoup d'importance. Néanmoins, vous êtes historien, vous pratiquez donc les sciences sociales, donc il y a quelque chose de scientifique. Comment on peut tout à fait graduer l'importance de la communication dans une campagne comme celle-ci? Oui, ça c'est une bonne question. C'est-à-dire que, disons que là, comme vous l'avez dit, ce qui est très important, c'est de le mettre en regard de la communication qu'il y avait en face de lui. Et la communication qu'il y avait en face de lui, c'était le fameux Andrew Cuomo. Donc Andrew Cuomo, qui est voilà, peut-être le Jean Tibéri de New York, mais bon, c'est quelqu'un bon, c'est une grande dynastie. Les Cuomo, ils sont très connus à New York. Le père était gouverneur, lui aussi a été gouverneur. Son frère est journaliste. Bon, c'est des gens qui sont très connus, mais il sait pas faire campagne. Il n'a pas su faire campagne. Il était complètement hors sol. Il fait une déclaration de campagne sur Facebook où il parle pendant 40 minutes. Bon, ça n'a aucun sens. Et donc en face de lui, bah, il y avait cette campagne qui était très dynamique, qui était très léchée, qui était très bien produite. Alors moi, je pense que c'est important. Parce que c'était une campagne qui était fondamentalement, cette campagne visuelle a été fondamentalement politique. Et c'est ce que j'essaye de montrer dans le livre, c'est-à-dire qu'ils ont montré le New York tel qu'ils le voulaient. Alors, on a beaucoup dit aussi que, par exemple, quelqu'un comme Sarah Knafo en France avait un peu volé cette direction artistique avec le thème de la ville heureuse. Bon, elle avait pas très bien compris comment Zoran Mamdani l'avait théorisé, parce que lui, le but, c'était vraiment de montrer que on était une gauche heureuse. C'est-à-dire on était content d'être ensemble. Alors il le montrait, il montrait Zoran à la bodega du coin, il montrait Zoran faisant du vélo avec des Vélib de New York, etc. C'était montrer vraiment un candidat qui était donc intégré dans la fabrique de New York et qui voulait aussi la changer. Le but, c'était vraiment de faire une campagne positive. En face, on avait un candidat qui mobilisait voilà, de ce que la droite mobilise assez souvent, c'est-à-dire la peur de l'immigré, la peur de la crise économique, etc. Lui disait exactement le contraire, c'est-à-dire il y a des moyens, on peut faire beaucoup de choses, et puis surtout, il nous disait, nous, on est heureux de vivre ensemble. Et moi, alors moi j'habite à New York que depuis 4 ans, donc j'ai pas vécu les autres campagnes présidentielles, et beaucoup de vieux New-Yorkais me disaient, mais en fait, nous, on n'avait jamais vécu ça. On n'avait jamais vécu une campagne où on avait un candidat
qui nous parlaient de ce que l'on vivait, nous, à New York, c'est-à-dire les classes moyennes, les classes populaires. C'est toujours des candidats qui parlaient finalement aux quartiers financiers et aux grands quartiers économiques du sud de Manhattan. Là, non. Zoran, lui, il faisait partie de... Voilà, il allait dans le Queens, il allait à Brooklyn, il allait dans des quartiers moins riches, par exemple dans le nord de Manhattan. Voilà, il faisait un peu campagne partout, puis ça se répondait. Le physique répondait au numérique, le numérique répondait au physique. On voyait ces mêmes couleurs toute la journée, un peu partout. Et ça a créé vraiment une forme on voyait que cette campagne, elle faisait un peu partie de nous, quoi. Et Sur- les gens se sont sentis vraiment respectés Surtout que aux États-Unis, depuis maintenant un siècle, les campagnes électorales sont rouges et bleues, quels que soient les partis, avec des étoiles. Enfin, c'est toujours pareil. Là, évidemment, ça tranchait un peu. Alors, la première, on va dire qu'il y a trois grandes directives qu'il va donner à son programme. Je l'ai dit d'entrée, il y a une promesse qui est tenue, c'est celle qui concerne la garde d'enfants, puisque son idée, c'était de dire les crèches, la garde des enfants doit être accessible, gratuite pour tous, pour les enfants de 2 ans et moins, je crois. Et il va effectivement trouver le milliard, il va sécuriser un peu plus de 1 milliard, je crois, pour pouvoir faire en sorte qu'à partir du mois de septembre de cette année, tous les New-Yorkais et New-Yorkaises pourront faire garder leurs enfants gratuitement, sachant que parfois les crèches peuvent... les crèches un peu chic, ça va jusqu'à $2000 par mois, hein, c'est ça, hein? Oui, 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 c'est très très cher aux États-Unis. Même $2000, je pense que c'est le plateau plutôt bas. Ah ouais, ah bah d'accord. Ça peut coûter vraiment beaucoup, beaucoup d'argent. Et la plupart des gens ne peuvent pas se le permettre. Donc ça, c'est fait en effet. Donc il a sécurisé un deal avec la gouverneure de New York, la gouverneure de l'État. C'est d'ailleurs, les crèches vont être universelles pour tout l'État de New York, pas seulement pour New York, la ville de New York. Et donc, comme vous l'avez dit, voilà, l'année prochaine, ça commence pour les enfants à partir de 2 ans. Et puis chaque année, jusqu'à la fin du mandat, il y aura une année de plus pour les enfants de New York. Et d'où vient le pognon? Ah ben ça, c'était le grand problème de Zoran Manaï, c'est qu'on lui disait tout le temps, tu ne peux pas faire ces promesses parce que il faut que les fonds soient libérés par la gouverneure. Or, la gouverneure rentre en campagne pour sa réélection en novembre, là, donc elle échappe à la primaire, et c'est simplement la gouverneure qui a choisi d'allouer des fonds. D'allouer des fonds pour ces crèches universelles, hein. Donc voilà, c'est le gouverneur de New York qui a décidé de libérer ces fonds pour tout l'État. Donc une dénommée Kathleen Hochul, comment dit-on? Auquel. Ok, là, d'accord, j'y étais pas. Elle est de quel bord? Alors elle est démocrate, mais elle est plutôt démocrate, une démocrate de droite, quoi. Elle est plutôt du genre, voilà, centriste, quoi. Ségolène Royal, bien. Alors, elle, par exemple, elle a refusé les bus gratuits. Elle a dit non, l'État de New York, c'est ça, Ouais. ne va pas financer la deuxième promesse de Zoran Mamdani, qui est des bus gratuits pour les New-Yorkais. Ça, elle a dit non, non, moi je refuse d'augmenter les impôts sur les riches, puisque c'était ça sa proposition, me semble-t-il. Alors elle vient de changer d'avis. Et Ah, c'est ça avec aussi Cathy Hochul, c'est que ce que la campagne de Zoran Mamdani nous montre, c'est que alors Cathy Hochul, déjà 2 semaines avant l'élection, elle disait c'est moi qui ai l'argent, c'est moi qui ai l'argent. Donc faut faire très attention. Il peut faire toutes les promesses qu'il veut, c'est moi qui décide à la fin, hein. Elle disait ça encore 2 semaines avant l'élection. 2 semaines après l'élection, elle décide déjà on va faire les crèches universelles.
Là, on est un peu plus de 100 jours après l'élection. En effet, il y a encore un mois, elle disait on va pas faire les bus gratuits. Là, elle vient de publier donc le brouillon de budget, le premier budget pour l'année prochaine. Donc ça commencera en septembre, ça sera voté en septembre. Et là, attention, les bus gratuits sont dans le budget. Donc, ils vont Ah ouais. commencer à en parler, ils vont commencer à en parler en septembre pour voter ce budget. Donc, ça veut dire que cette gouverneure, elle bouge dans le sens de Mamdani sur à peu près tous les sujets sur lesquels elle avait dit juste, mais il faut vraiment le voir, hein, c'était une semaine avant son élection, elle disait, mais moi je vais dire non à tout. Donc ça sert à rien bon, elle avait fini par le soutenir. Mais en tout cas, elle avait dit, il faut faire attention, c'est moi qui ai l'argent, c'est moi qui décide à la fin, hein. Donc là, les bus gratuits, c'est pas encore fait, hein, loin de là, hein. Mais ce qu'il faut savoir, bon, c'est que l'équivalent donc de la RATP à New York est contrôlé, enfin le financement est contrôlé par l'État de New York, donc par la fameuse Kathy Hochul. Et Kathy Hochul qui avait dit que jusqu'à présent, bon, voilà, on va pas faire les bus gratuits. Là, elle vient de mettre une proposition qui va être délibérée cet été au mois de septembre à l'Assemblée de New York pour faire les bus gratuits à New York. Donc c'est sur la table, elle change d'avis, alors rien n'est gagné, mais en tout cas c'est sur la table et ça va être discuté par le Congrès de New York. Il faut savoir que tous ces gens vont être en réélection aussi dans pas très longtemps. Donc, il voit aussi que Mamdani voilà, emporte toute une partie de la jeunesse derrière lui. Et puis, Mamdani, il est très bon, on en parlait juste avant, il est très bon sur les réseaux sociaux, il est très bon sur toutes les vidéos qu'il fait. Et Mamdani utilise ces vidéos justement pour expliquer eh bien, qui s'obstine à s'opposer à ces mesures qui rendraient la vie des New-Yorkais un peu plus facile. Et donc, il l'a fait, je crois, récemment, hein, sur les bus gratuits. En tout cas, Kathy Hochul vient de céder, alors modestement, rien n'est gagné encore, mais en tout cas, elle a mis cette mesure à la délibération de l'Assemblée de New York, et ça va avoir lieu voilà, en été ou en septembre. Alors, la troisième promesse, c'était celle du gel des loyers. Et là, alors peut-être que ça a changé, et patatras, je ne suis pas au courant, mais a priori, il y a un vote qui doit être fait au mois de juin. Il faut d'abord nous expliquer ce mécanisme de quel loyer on parle quand on parle de gel des loyers, parce qu'il ne s'agit pas, c'est pas non plus nationalisé les loyers à New York, y compris ceux de la Trump Tower. Mais alors, comment ça fonctionne? Combien de loyers pourraient être impactés et pourquoi ça bloque, justement? Ouais, alors bon, c'est pas tous les loyers, hein, comme vous le rappelez, c'est les loyers, alors c'est les loyers qu'on appelle rent stabilized, donc c'est des loyers encadrés par la ville de New York. C'est des loyers qui sont complètement dans le parc privé, qui sont possédés par des propriétaires privés, mais c'est des loyers qui sont encadrés et donc chaque année c'est la mairie ou c'est plutôt un comité de ce qu'on appelle le Rent Guidelines Board, donc le comité du loyer qui décide de l'augmentation des loyers chaque année. Alors, ça dépend du bail que l'on a. Si on a un bail de 2 ans, ça peut être jusqu'à 4%. Si on a un bail de 1 an, ça peut être jusqu'à 2%. Et dernièrement, dans les 4 dernières années, c'est-à-dire dans l'administration démocrate qui a précédé Zoran Mamdani, chaque année, le loyer était augmenté au maximum. Donc voilà, c'était un vrai problème. Ça concerne seulement 900 000 unités, je crois 900 000 appartements. Faut savoir qu'il y a environ 8 millions d'appartements à New York, et puis que la plupart d'ailleurs c'est vraiment tout est dérégulé, c'est-à-dire que les propriétaires peuvent doubler le loyer d'année en année, il n'y a aucun problème s'ils le veulent. Tout est complètement dérégulé. Donc là, il y a 900 000 unités, 900 000 appartements qui ont des loyers encadrés. Et là aussi, alors vous avez raison, jusqu'à 2 jours là, on nous disait, mais ça allait peut-être, cette idée n'allait pas marcher.
puisque les gens qui sont sur le comité des loyers sont des gens qui n'étaient pas très pro Mamdani. Alors ça a changé parce qu'il y en a un ou deux, je crois, qui ont posé leur démission et qui ont été remplacés par des gens qui sont peut-être un peu plus pro à Mamdani. En tout cas, ce qui a été mis sur la table, là, ils se sont rencontrés pour faire un pré-vote. Et ce qui est sur la table, c'est donc le gel des loyers, pour l'instant seulement pour donc des contrats de location de 2 ans. Donc tous les gens qui ont des contrats de location de 2 ans devraient avoir un gel des loyers l'année prochaine. Ça sera au vote au mois de juin. Et Mamdani dit qu'il veut pousser, bien évidemment, sur aussi les contrats de location de 1 an. Mais là encore, hein, c'est des choses qui bougent au jour le jour. Il y a encore une semaine, voilà, on me disait que c'était totalement impossible. Et puis juste là, il y a 48 heures, je crois, le comité a dit qu'ils avaient mis à l'agenda un vote pour ne pas augmenter le loyer sur les contrats de location de 2 ans. Donc ça va pouvoir peut-être arriver en juin. Alors Tristan, je suis bien embêté parce que moi je voulais commencer à vous titiller en vous disant mais franchement vous peignez tout en orange, en bleu, en jaune. Ce Mamdani c'est le Spider-Man de la gauche, il va nous sauver, etc. Et là vous avez quand même l'air de dire que ouais, sur les 3 trucs il y en a un c'est fait, il y en a un c'est possible et le troisième aussi. Donc ça donne raison à votre optimisme. Mais alors quand même, à un moment donné, vous nous parlez de la gauche et notamment de la gauche française et bien évidemment on vous écoute et on vous lit avec cette idée derrière la tête, c'est-à-dire est-ce que New York est un laboratoire, c'est ce que vous écrivez page 160. L'international Mamdani. Vous dites, en France, l'écho de son élection a été immédiat. La France insoumise, les écologistes et le Parti socialiste ont salué un signal encourageant venu d'outre-Atlantique. Marine Tondelier y a vu une inspiration pour la gauche qui ne renonce ni à ses valeurs, ni à gouverner pour changer la vie des gens. Mathilde Panot a rappelé que seule une gauche de rupture peut battre l'extrême droite. Et Olivier Faure s'est dit parfaitement en phase avec le programme de Mamdani. Comment cette victoire peut-elle influencer la gauche mondiale ? Alors, vous n'y répondez pas tout à fait, même si votre éditeur, le très bon éditeur textuel, nous appâte avec ce sous-titre « Un laboratoire pour la gauche ». À partir de tout ce que vous venez de nous dire, pensez-vous vraiment qu'il y a des leçons à tirer alors que les situations sont tellement différentes entre New York et le reste du monde et New York, le reste des États-Unis, me semble-t-il, New York et la France. On a parlé tout à l'heure de comment on peut voter. Vous venez de nous expliquer qui a les cordons de la bourse, etc. Néanmoins, quelles leçons on peut tirer ? Oui, moi je crois qu'il y a plein de leçons en fait à tirer de cette victoire de Zoran Mamdani et qui peut vraiment s'adapter. J'en fais pas un modèle pour le reste de la gauche mondiale, mais en tout cas moi je crois qu'il y a vraiment 3 leçons hein, à tirer de cette campagne. La première, c'est d'avoir un véritable programme qui réponde aux besoins de la population. Je pense que ça on l'a pas vraiment répété assez. Lorsqu'on parlait de Zoran Mamdani, on a beaucoup parlé bien évidemment du fait que c'était le premier maire musulman, du fait que la campagne sur les réseaux sociaux était très bonne, du fait qu'il a vraiment emmené une grande partie de la jeunesse avec lui. C'était le programme finalement. À la fin, c'était un programme qui répondait vraiment aux besoins des gens. Quand vous parlez, voilà, quand on habite à New York, vous allez dans tous les dîners avec des amis, la première question qu'on vous pose c'est tu payes combien de loyer toi ? C'est-à-dire que les gens, avant même de vous demander votre prénom, vous posent cette question. Oui, d'ailleurs, Tristan, tu payes combien ton loyer ? Non. Beaucoup trop, en tout cas. Et moi, je ne suis pas tu restes français. Tu n'oses pas parler d'argent. Tu restes un peu français. C'est bien. Continue.
Mais c'est Excusez-moi pour ça. ce tutoiement tout d'un coup très 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 américain. Non, mais, c'était très important, toi, de parler de ça, parce que c'est Bien ce dont sûr. les gens parlent, et c'est vraiment la préoccupation centrale. Et puis tout le reste. Alors voilà, on est dans une ville où, voilà aussi, où vous allez de Uptown à Brooklyn. Bon, voilà, c'est comme si vous alliez de Paris à Lille, quoi. C'est-à-dire, et des fois, ça met 2 heures, quoi. Bien sûr. Donc c'était vraiment des, des préoccupations centrales dans la vie des gens. Et en face de ça, mais il y avait absolument rien. C'est-à-dire il y avait aucun programme, il y avait aucune idée nouvelle pour vraiment changer la vie des gens. Ça, je crois, le programme, c'est extrêmement important. Deuxièmement, euh, Mamdani a fait campagne, a fait voter des gens qui n'allaient jamais voter auparavant. Il a fait voter des communautés entières qui n'allaient jamais voter. Alors, à New York, les Sud-Asiatiques. Ces communautés-là, qu'il connaissait très bien parce que ses parents sont de ce Mhm. pays-là, eh bien, ils étaient complètement ignorés aussi bien par le Parti démocrate régulier, centriste, que par le Parti républicain. Et donc, lui, il les a fait voter. Il les a emmenés, il a fait en sorte de leur parler de leur vie, sans faire une campagne communautariste, hein. Parce que finalement, il y avait pas un programme spécial pour les communautés sud-asiatiques. Le programme était le même pour tout le monde. C'était le gel des loyers, les transports gratuits, etc. Il a fait vraiment en sorte de faire ça, de faire venir à lui des communautés. Sauf que de fait, en ayant un programme social, il s'adressait à toutes ce qu'on appelle aux États-Unis toutes les minorités finalement. Ouais, mais pas que, parce que vraiment, voilà, si on met les gens, tous les gens de la classe, des classes moyennes aux États-Unis, voilà, ont des problèmes de loyer. Voilà, moi je pense pas que je pense pas que c'était une campagne communautaire. C'était vraiment une campagne très solidaire, et vraiment sur vraiment des axes transversaux. La troisième idée qui, je crois, était très importante pour Zoran, c'était la centralité de Gaza. Ça, c'est quelque chose qui il pouvait absolument rien changer. C'est pas quelqu'un qui aura quelconque pouvoir dans la politique internationale, mais ça, c'est le nouveau marqueur, en tout cas aux États-Unis, et moi je pense dans beaucoup d'autres pays, d'une certaine forme d'éthique. C'est-à-dire, c'est un nouveau, on appelle ça le litmus test aux États-Unis, c'est-à-dire c'est le test ultime de la gauche américaine. D'ailleurs, non, c'est aussi le test à droite. C'est-à-dire que alors que tout le monde ne voulait pas qu'il en parle, lui, il en a parlé. Et il a été très clair sur ce qu'il pensait. Et ça, alors bien évidemment, je le redis, il n'a aucun pouvoir hein, dans la politique internationale des États-Unis, mais ça lui a donné une vraie épaisseur. C'est-à-dire les gens se sont dit, là, on a quelqu'un qui ne va pas plier, qui sera toujours en phase qui nous défendra, qui sera toujours en phase avec ses idées, parce que voilà, il avait beaucoup à perdre à défendre ses idées sur ce sujet-là, et puis il l'a fait voilà avec calme, avec brio. Et ça a été, je pense, que ça a été très important. Et je crois que c'est vraiment un thème qu'il faut pas du tout sous-estimer, même dans des campagnes locales. Mais alors, sur les leçons que l'on pourrait tirer, notamment en France par exemple, quelles seraient-elles pour vous? Bah, c'est ces 3 leçons-là. Moi, je dis un programme, faire en sorte de faire voter des gens qui ne votent jamais, et puis d'être assez au clair sur les sujets internationaux. Alors après, il y a plein j'ai envie de dire de choses un peu plus pratiques à mettre en œuvre. Il y avait par exemple dans son équipe, c'était une équipe qui était très jeune.
C'est une équipe, la directrice de campagne, on ne la connaissait pas. Personne ne la connaissait à New York. C'était quelqu'un qui n'avait jamais fait de campagne. C'est quelqu'un qui faisait pas du tout partie des cercles démocrates usuels, habituels. Ça, c'était très nouveau. Je pense que la campagne sur les réseaux sociaux, ils ont, comme je l'ai dit auparavant, c'est-à-dire ils ont créé quelque chose de et voilà, ils ont une nouvelle image, ils ont créé quelque chose de nouveau. C'est une campagne qui s'apparentait comme ça à une campagne d'un groupe pop, quoi. C'était reconnaissable, mais c'était en effet aussi très politique. Et puis surtout, ce qui est vraiment très important, il faut toujours se rappeler que Zoran, il a fait campagne contre le Parti démocrate. Zoran, il a fait campagne contre, voilà, la gauche institutionnelle, la gauche de droite, quoi, cette gauche qui ne change plus du tout la vie des gens, et il l'a fait de manière vraiment très frontale. C'est-à-dire que non seulement il s'est vraiment attaqué à eux, mais même dans son discours de victoire, il dit le Parti démocrate, vous savez, c'est un parti, il faut ouvrir un livre d'histoire pour se rappeler de la dernière fois où ils ont eu une bonne idée. Et ça, ça peut marcher quand même pour beaucoup de partis politiques de gauche institutionnelle au niveau mondial. Et ça marche en France aussi. Et lui, il était vraiment en grande opposition par rapport à ça. Et lui, il s'est vraiment mis, et c'est quelque chose qu'on avait vraiment mis très, voilà, bien, bah, la comparaison avec la France ne marche pas vraiment, mais cette gauche, donc alors socialiste, comme on l'appelle aux États-Unis, il s'est vraiment inscrit dans cette tradition-là. Et je dois dire que, alors moi qui étudie voilà, l'histoire de la gauche aux États-Unis, c'est quelque chose qu'on n'avait pas vu depuis très longtemps. Quand il s'est présenté à la victoire, quand il a fait son discours de victoire, sa première citation, c'était une citation de Eugène Debs. Eugène Debs, qui est un candidat socialiste qui s'est présenté à toutes les élections socialistes au début du siècle aux États-Unis. Peut-être la seule candidature socialiste que l'on a eue aux États-Unis depuis un siècle. Lui, il cite ça. Et puis il cite voilà tous les grandes figures de la gauche américaine. Et ces figures de la gauche américaine, il faut bien le dire, bon, elles elles faisaient pas partie du Parti démocrate. Plusieurs questions du chat. Alors j'espère que je ne répercute pas quelque chose de faux, mais c'est Velve qui vous demande: bonjour, merci beaucoup pour cet entretien. À quoi Zoran Mamdani faisait-il référence lorsqu'il déclarait que... Alors vous allez me dire si cette déclaration est exacte, et si elle est exacte à ce moment-là, qu'est-ce qu'elle signifie? Il aurait déclaré en août 2023: la botte de la police de New York est sur votre gorge, ces lacets ont été noués par Tsahal. Oui, oui, ça il l'a dit. Il fait référence à quelque chose finalement qui est assez connu, hein, je pense, mais c'est même il n'y a pas de discussion là-dessus. C'est que la NYPD, la police de New York, fait souvent des entraînements avec Tsahal. Va souvent en Israël faire des entraînements avec Tsahal, mais c'est pas le cas que de la NYPD, c'est le cas de beaucoup de polices locales aux États-Unis. C'est le cas de LAPD à LA, c'est le cas de la police de Atlanta aussi, je crois de Chicago. Donc il y a des partenariats comme ça qui sont faits entre Tsahal et les polices américaines. Et donc il y a des polices américaines, des polices locales américaines vont suivre des formations en Israël qui sont organisées par le IDF. Sanseverina vous demande: y a-t-il des démocrates style printemps républicain qui accusent Mamdani d'être communautariste? Ah oui, bah, il y a que ça hein, aux États-Unis. Hein. C'est-à-dire qu'il il a vraiment dû. Voilà, c'est les plus grandes attaques que Zoran Mamdani a dû faire face, c'est vraiment des attaques qui venaient du Parti démocrate, qui le traitait, bon, alors tour à tour d'islamiste, d'antisémite,
etc. Et donc oui, c'est quelque chose qui est très très répandu dans le parti de la branche, disons, réactionnaire, hein, du parti démocrate, qui est dominante dans le parti démocrate. Et il faut rappeler que vraiment ils ont tout fait, hein, aussi, le parti démocrate, pour disons, cacher cette victoire, hein, le jour de la victoire. Hein. Le jour de la victoire, il y avait deux autres victoires qui étaient attribuées au Parti démocrate. C'était la gouverneure de Virginie et la gouverneure du New Jersey, qui sont des démocrates centristes. Tout le Parti démocrate, sur les plateaux de télévision, nous a dit, bon, il faut vraiment regarder de ce côté-là. C'est de ce côté-là qu'il faut regarder. C'est ces victoires-là dont il faut parler. Il faut surtout pas parler de la victoire de Zohran Mamdani à New York. Donc oui, les grandes critiques auxquelles il a dû faire face venaient vraiment de cette partie plutôt réactionnaire du Parti démocrate. Mamdani, au départ, on sent, quand on lit votre ouvrage, que les médias, les networks américains le regardent avec un peu de mépris. Et puis, au fur et à mesure qu'il monte, il devient ce qu'on appellerait un bon client. Aujourd'hui, au bout de 130 jours de règne à la mairie de New York, comment sont les médias avec lui? Est-ce qu'il est toujours le bon client de l'élection? Est-ce que, comme il est encore populaire, ces médias sont plutôt suiveurs avec lui, ou est-ce que déjà on sent un raidissement qu'on pourrait connaître ici, Ouais, par alors exemple? lui, il a toujours été bon client. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui avait fait très peu de télévision avant cette télévision nationale, en tout cas avant cette élection. Et bon, il s'est révélé vraiment être très très bon en débat, et puis dans les interviews en plateau, etc. Donc c'est quelqu'un qui est assez bon à la télévision. Je pense pas que vraiment le New York Times ou les chaînes, par exemple, plutôt, disons, de gauche institutionnelle, genre MSNBC, elles lui ont fait aucun cadeau. Ils lui ont Ah fait non, mais aucun c'est cadeau. dingue. Ce que vous racontez du New York Times, c'est complètement dingue. Là, vous parliez tout à l'heure on parlait de comment on peut voter. C'est le New York Times, hein, qui disait, lui, il faut carrément pas qu'il y ait son nom dans la liste, hein. C'est eux, non? Ouais, voilà, ouais, ouais, voilà. C'est-à-dire que C'est le New York Times donne son avis sur qui il faut voter son endossement. Ici, c'est ouais. tout à fait commun. Ils le font pour tous les maires. Et eux, on dit très clairement, il faut pas voter pour Zoran Mamdani. Il faut absolument ne pas le classer. Donc, ils l'ont complètement effacé du jeu politique. Puis, il continue là, hein. C'est-à-dire, il y a pas une semaine, il n'y a pas un article complètement fou du New York Times sur Zoran Mamdani. Il le déteste, hein. Ça, c'est très clair. Mais les autres médias, disons, plutôt libéraux, comme on dit ici, donc plutôt de gauche centriste, type MSNBC, qui est un peu la chaîne progressiste, bon, là aussi, c'était très difficile pour lui. Mais pour répondre à votre question, moi, je trouve que Zoran Mamdani, il y a un petit problème dans sa communication. C'est-à-dire que, comme j'espère l'avoir montré un petit peu, il fait beaucoup de choses Ouais. à New York. Ça marche assez bien. Bon, il y a des problèmes, quoi. Il y a quelques petits problèmes, mais ça marche quand même assez bien pour ce qui est de l'avancement du programme. Il a beaucoup de mal à communiquer sur ça. Il a beaucoup de mal Ici, bon, il y a tout un network, un réseau de chaînes locales, de médias locaux, et puis, bon, bien sûr, les réseaux sociaux, etc. Donc là, ça marche vraiment. Les gens de New York, les habitants de New York savent ce que Zoran Mamdani fait. C'est très difficile pour lui de faire sa communication en dehors de New York. Et puis, bon, même à l'international, hein, moi, ce que je vois vraiment de ce qui revient de France, par exemple, ou d'autres pays francophones, bon, c'est-à-dire, on nous dit, voilà, son programme n'est pas mis en œuvre, mais bon, finalement, quand on regarde dans les détails, ça a assez bien marché, et on en est qu'à, voilà, au mois de juin, ça fera 6 mois. Et moi, je me dis, bon, ils vont devoir inventer un nouveau programme pour les 4 prochaines années. Non, ça marche bien, mais il y a un énorme problème ça passe pas le mur du son. C'est-à-dire que les Américains ne savent pas ce qu'il fait, et puis les gens en dehors des États-Unis non plus. Le chat rend également hommage aux très nombreux bénévoles qui ont travaillé pendant la campagne. Et d'ailleurs, c'est absolument ahurissant le nombre de portes frappées dans les porte-à-porte. Et Florent Calvé,
ne pouvait pas imaginer que c'était le Times. Il pensait que c'était le New York Post. Non, on parle même pas du New York Post. C'est le New York Times. Donc c'est dire. C'était encore pire. Bien sûr. En gros, et d'ailleurs, je crois que c'est ce que vous dites sur la fin. En gros, Mamdani, dans ce qu'il est, dans peut-être ses méthodes, il y a un côté LFI. En réalité, dans sa politique, il y a plutôt un côté PS, on dirait. Hein. C'est ce que vous dites. Hein. Voilà. Moi, ce que je dis, c'est que le programme de Zoran Mamdani adapté en France, bon, ça ne sera pas un programme de rupture. Je veux dire, le système, l'encadrement des loyers, ça existe déjà. De toute façon, bon, voilà. Mais on voit quand même qu'il fait face à des vents contraires qui sont un peu les mêmes que ceux auxquels LFI par exemple, doit faire face. Bon, Tristan, il faut parler d'un dernier problème. Trump. Ouais. Mais qu'est-ce qu'il a avec Trump? Il n'arrête pas de le voir, en tout cas il l'a vu 2 ou 3 fois en 4 mois. Ils ont développé une relation plutôt inattendue, toute américaine. Là, pour le coup, il y a quand même quelque chose, il y a quelque chose de pas entendable pour nous, les Français. Semble-t-il qu'ils échangent même des textos. J'ai lu, alors ça, c'est pas dans votre livre, mais j'ai lu que Trump disait de Mamdani, mon petit communiste. Hein, c'est ça, il l'appelle comme ça. Il y a beaucoup d'affection de la part de Trump pour Mamdani. Alors, notamment, ça, je crois que vous le racontez, parce qu'il a un projet immobilier colossal. Donc ça, l'immobilier à New York, Trump, il aime bien. Mais expliquez-nous comment ils peuvent se rencontrer et d'une certaine manière pactiser. Je voyais un site socialiste de gauche radicale qui accuse Mamdani d'être le démocrate préféré du président fasciste et de lui fournir des services. Donc c'est une critique rude. Ouais, et ça nous a tous un peu surpris parce que voilà, on oublie très vite, bon, parce qu'avec Trump il se passe quelque chose tous les jours, mais on oublie très vite déjà que juste une semaine encore avant l'élection de Zoran Mamdani, Trump a donné son soutien à son concurrent, à Cuomo. Trump a appelé à voter pour Cuomo. Et puis, quelques jours avant son élection, Trump disait, mais de toute façon, si Mamdani est élu, on va couper les fonds fédéraux. Voilà. Et puis surtout, on va envoyer la garde nationale parce que voilà, ça sera le chaos, etc. Bon, alors il y a eu 2 rencontres, une rencontre qui a été télévisée, une rencontre qui n'a pas été télévisée, et puis il se trouve, on sait qu'ils échangent apparemment des textes-messages assez souvent. Par exemple, Zoran Mamdani lui a demandé de libérer une jeune fille qui avait été arrêtée par ICE. Bon, alors, et moi je comprends tout à fait le site de gauche, là, c'est-à-dire c'est choquant de voir cet élu de gauche de rupture serrer la main du président fasciste des États-Unis. Bon, c'est très choquant. Je rappellerai quand même 2 choses. C'est que Zoran Mamdani, il va dans le bureau ovale et quand on lui demande est-ce que vous pensez que le président Trump est un fasciste, Trump le regarde et dit mais réponds oui, ne t'embête pas avec ça, réponds oui si tu penses oui. Et Zoran Mamdani dit oui, je le pense, dans le bureau ovale. Deuxièmement, ça c'est incroyable. Et deuxièmement, Zoran Mamdani est aussi le seul qui a dit dans le bureau ovale qu'il y avait le seul politicien qui avait un génocide à Gaza. Sur le fascisme, il le redit d'ailleurs, hein, il le redit récemment dans une interview, je crois, à MSNBC, MS Now. Il le redit, il dit oui, moi je pense en effet que Donald Trump est un président fasciste. Ça, très peu de gens le disent aux États-Unis, il faut quand même le rappeler, et il le dit très clairement. Alors moi, j'ai une... il y a un certain nombre d'anciens collaborateurs de Trump qui le disent. Oui, voilà. Oui, bon d'accord, oui, mais bon, le dire dans le bureau ovale quand même devant lui, ça j'avoue, c'est fort, c'est fort. Bon, et donc là, c'est la culture rap qui revient tout d'un coup. Et donc, ce qui est vraiment important là, c'est que Mamdani obtient à chaque fois des choses.
quand il va voir Trump. C'est-à-dire, non seulement les fonds fédéraux, le fait que la garde nationale ne vienne pas, euh, et, et moi j'ai l'impression, tous les commentateurs en fait nous ont dit le lendemain de cette rencontre, mais regardez, moi ça, il tombe dans le piège de Trump. Il se fait manipuler pour lui. Trump a besoin de remonter dans les sondages et donc il sait que Zoran Mamdani est populaire, que ça va lui donner peut-être quelques points de plus, etc. Bon, on peut faire exactement la lecture inverse. On peut se dire c'est peut-être Zoran Mamdani qui manipule Trump pour faire avancer son agenda. Sa plateforme, son programme. Moi, je crois que c'est ce qui se passe, c'est-à-dire que Zoran Mamdani le dit toujours, il veut être jugé simplement à une chose, à la réalisation de son programme. Et c'est pour ça qu'il s'occupe très peu pour l'instant, et moi c'est un des reproches que j'aurais à lui faire, il s'occupe très peu pour l'instant de politique nationale, il s'inquiète très peu de ce qui va se passer pour les midterms, quand on lui pose des questions sur l'avenir du Parti démocrate, il dit j'y ai pas pensé. Donc voilà, lui il est là pour mettre en œuvre son programme, quoi qu'il en coûte, si j'ose dire, même si ça veut dire rencontrer Trump plusieurs fois. C'est quelqu'un qui reste assez à l'écart finalement de la politique nationale. Petite remarque du chat et peut-être qu'on pourra conclure là-dessus. Il y a Harryman qui nous dit il se garantit, Mamdani, il se garantit de pouvoir appliquer sa politique pour sa ville. Personnellement, je trouve ça brillant. Et il y a le FX qui dit Mamdani, c'est tout ce que Trump rêverait d'être, populaire parmi les New-Yorkais, venant du milieu de la haute culture à laquelle Trump n'a jamais accédé. Et oui, et puis aussi, il faut quand même rappeler quelque chose, c'est que l'on sait, Mamdani en a un peu parlé, il y a eu très peu de choses qui ont été dites de ce meeting, mais Mamdani, il faut savoir que Mamdani vient du Queens, c'est bon, un des arrondissements un peu plus populaires que Manhattan, disons. Et il faut savoir que Donald Trump vient du Queens aussi, et il semblerait que Zoran Mamdani est vraiment étonné par sa connaissance très détaillée du Queens. Ils ont parlé longtemps de l'enfance de Donald Trump dans le Queens et des quartiers dans lesquels il vivait. Donc voilà, c'est deux New-Yorkais et puis surtout, bon bah ils ont chacun à gagner l'un de l'autre. Mais il faudrait pas croire que c'est simplement Trump qui manipule Mamdani. Moi je crois pas que c'est le cas du tout. Moi, je crois que Mamdani c'est un politicien qui est très stratégique, très stratège et qui est là pour faire son programme et qui est prêt voilà, même à rencontrer Trump pour pouvoir mettre en œuvre ces mesures. Donc, je disais au tout début, et on peut s'arrêter là si vous voulez, je disais que vous êtes... oui, parce que au prix de la New York Minute, ça coûte cher cet entretien. Vous pouvez définir la New York Minute? J'adore ça. Mais c'est quoi la New York Minute? Je sais même pas ce que c'est. Ah, c'est vrai? Ah Ouais, bah c'est ouais. que c'est les New-Yorkais qui disent ça. À New Ah ouais? York, une minute dure 45 secondes. Ah ouais, non, là vous Ah, vous m'apprenez quelque connaissez chose. pas? Ah ouais? Ça vient Ah des non? Beastie Boys. Alors, c'est pas le Queen, c'est Ok. Brooklyn. Bon, bref, c'est pas grave. Excusez-moi. Vous enseignez ouais, New York Minute. Vous enseignez donc à la John Hopkins Université. Ouais. Est-ce que vous pouvez nous dire si ce qu'il en est des pressions de l'administration Trump sur les universités et notamment les sciences sociales? Est-ce que, par exemple, votre département a subi des pressions? Qu'est-ce qu'il en est exactement de ça? Ouais, bon, alors pas vraiment, je crois, il y a pas eu vraiment de pression, mais le vrai problème, c'est que il faut bien le dire, une forme d'autocensure de la part de beaucoup de collègues. Et ça, c'est très difficile, c'est très difficile à vivre. Ce que l'on voit, c'est que des gens qui étaient très finalement intégrés, vocaux, comme on dit ici, qui parlaient beaucoup de politique, qui intervenaient sur les plateaux de télévision, dans la presse, etc., bah, commencent à se taire. Ça, c'est vrai qu'on le voit, et moi je le vois chez beaucoup de collègues. Alors, il n'y a pas de pression institutionnelle, mais il y a quand même une grande peur de parler. Ça commence un peu à changer. J'ai quand même vu un petit basculement, il faut le noter, autour des problèmes qu'il y a eu avec ICE.
quand il y a eu ces 2 morts, à Mhm. Minneapolis, là, les gens ont commencé à reparler, à reprendre la parole dans les médias et puis dans la presse. Mais c'est vrai que ce que l'on voit quand même beaucoup, alors c'est pas une censure institutionnelle, c'est plus une autocensure, de peur d'être trop vu, de peur tout simplement. Et puis surtout ce que l'on voit, ça c'est quand même très important, c'est une désaffection totale des étudiants internationaux. C'est-à-dire les étudiants internationaux ne veulent plus venir dans les universités américaines. Il faut savoir que ça, c'est un très grand problème parce qu'il y a vraiment beaucoup d'universités américaines qui comptent beaucoup, non seulement pour financer leurs universités, mais aussi pour le rayonnement national et international sur ces étudiants internationaux. Là, je crois que dans mon université, je crois qu'il y a une baisse de 30%, 40%. Les étudiants ne viennent plus dans ces universités et ça, c'est vraiment un énorme problème parce que voilà, on compte beaucoup sur ces étudiants pour plein de choses. Et voilà, donc le rayonnement de ces universités est peut-être moindre maintenant à cause de Trump. Bon, alors il faudra voir ce qui se passe dans quelques mois avec les midterms. En tout cas, nous, on sent bien un changement de climat, hein, disons, pour les universités aux États-Unis. Merci beaucoup, Tristan Cabello. Vous êtes donc l'auteur de cet ouvrage à la couverture orange, La victoire de Zoran Mamdani à New York, un laboratoire pour la gauche. Quelle heure est-il à New York? Faites-nous rêver. J'ai entendu Eh bien, quelques il sirènes tout est à l'heure. Quelle heure il est là? 13h29. 13h29. Oh, aïe, 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 aïe. Bon, eh bien, bon lunch. Merci, Merci à vous. merci beaucoup. C'était un plaisir et on vous dit à très bientôt. Merci Tristan, vous dit Unexpected, Optimistic. Merci Tristan pour votre exposé. Merci pour ce bel entretien et bonne soirée. Florent vous dit merci. Many thanks. Voilà. Merci beaucoup. À très bientôt. Et courage dans cette Amérique. Merci. C'est l'enfer. Merci beaucoup. Merci, à bientôt. Au revoir. À bientôt. Au revoir. On essaye de mettre un peu de trouble dans l'ordre dominant qui met ensemble les mots et les choses, les mots et les images. La riposte, c'est vous. Suivez la chaîne, activez la cloche, donnez au poste.